Christian, l'avantage des cavistes comme la cave du vigneron, ici à la Garde, c'est qu'on y trouve des vins qu'on ne trouve pas ailleurs. Oui, alors Olivier le disait tout à l'heure, il a développé un joli coin dans sa cave qui est destiné au vin du monde. Je trouve ça très bien parce que même si en France on produit des grands vins, mais c'est vrai que de temps en temps s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs, c'est intéressant. Et puis ta sélection est plutôt sympa. Ah, tu as essayé de faire. T'as pas mal d'Italiens. Oui, une grosse vingtaine d'Italiens. Ouais. T'as Autriche, Allemagne. Ça se ressent bien dans tes 5 C'est vrai. cœurs là. C'est un peu ce que j'ai fait. Alors j'ai fait un petit assortiment. Au départ, j'étais parti vraiment sur les Italiens, mais je me suis dit, bon, on va pas faire non plus que des Italiens. Donc j'ai essayé de suivre une chronologie. Donc ça c'est des vins qu'on a goûté ensemble. Moi vraiment j'ai adoré. Ça c'était un joli coup de cœur. Alors je vous ai choisi un vin autrichien, un premier vin autrichien, qui est fait à base du cépage, le Grüner Veltliner, qui est, pour faire simple, on pourrait le situer entre le Sylvaner et le Riesling qu'on a l'habitude de connaître en Alsace, avec une version aromatique. C'est super léger, c'est très frais. Moi c'est un vin que j'ai bu à l'apéritif avec quelques crevettes comme ça. Carbonique. Ouais. Alors, petite touche de gaz carbonique. Ouais. Ça c'est vrai que voilà, c'est ce qui va redonner, qui va relever un peu la trame aromatique. Et puis c'est un vin frais, c'est un vin gai, c'est un vin que j'aime bien, qui est très digeste. Le Grüner Veltliner, qui est un très joli cépage qu'on a l'habitude de trouver en Autriche et en Allemagne aussi, qui fait des vins tout à fait délicieux. Donc à réserver soit à l'apéritif, si vous avez quelques coquillages, moi je trouve ça juste génial. Des huîtres, des moules. Moi, je l'avais fait avec des crevettes comme ça, c'était top. Toujours dans les pays de l'Est, je vous ai choisi un Riesling. Alors Ton Trocken, dans les dénominations allemandes, je vais vous passer tous les noms un peu compliqués. Trocken, quand vous voyez ça derrière le nom comme un Riesling, comme un Müller Turgau ou certains autres par exemple, ça veut dire qu'il y a un peu de sucre dedans, donc généralement il y a une vingtaine de grammes. Ça correspondrait à des demi-secs que nous on n'a pas l'habitude de boire forcément en France. Alors j'aime bien parce que ça reste toujours très frais, parce que le Riesling est un cépage qui a toujours une belle acidité, et cette dose de sucre va apporter une rondeur et un parfum plutôt sympa. Ça arrondit le vin, ouais. Alors ça par contre avec un foie gras, c'est terrible. Si vous faites un joli foie gras, vous mettez une petite touche d'acidité avec, par exemple, ça peut être un chutney d'oignon ou une préparation un peu dans ce type-là, ou simplement sur un foie gras poêlé nature, que vous allez déglacer par exemple avec un vinaigre de cidre ou un vinaigre de muscat. Ça c'est très bien dans les Trocken, ça correspond, on n'a pas d'équivalence en France, c'est dommage, c'est pas mal. L'Italie. L'Italie. Langhe. Ouais. Donc région des Langhes, c'est le Piémont, autour d'Alba et de la ville d'Asti. Alba, la capitale de la truffe. Ça c'est, enfin je connaissais les Langhes, mais Giovanni Rosso, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Je suis allé chez lui au mois d'août, j'ai passé un super moment, mais non, c'est bien parce que souvent on va chez les vignerons et on déguste, mais lui il a une vraie histoire à raconter. Donc Giovanni Rosso, donc l'appellation Langhe c'est l'appellation régionale, on va dire, et Nebbiolo c'est le cépage, qui est le cépage des vins du Piémont, c'est un millésime 2013. Giovanni Rosso on le connaît surtout pour ses Barolo, qui fait partie des plus grands vins du monde, plutôt dans le registre quand même assez puissant. Puis sur une tarification aussi quand même un petit peu haut de gamme aussi. Conséquent. Voilà. Donc ça c'est des super rapports qualité-prix. Ouais, c'est très bien. Voilà. Alors il est à Serralunga d'Alba, qui est à l'ouest d'Alba, qui est un des plus jolis terroirs calcaires et sablonneux de cet endroit-là. Ça permet de donner des vins peut-être avec un peu moins de puissance et un peu plus de légèreté. Parce que souvent les Italiens, on les imagine souvent très puissants, mais dans le Piémont et sur ce cépage-là, c'est très bien. Donc le Nebbiolo de chez Giovanni Rosso. Un peu de sucre. Alors. Un peu de sucre, j'aime bien les vins sucrés, encore une fois, mais alors là, plus pour alors tiens, j'ai rien dit sur le Nebbiolo. Sur toutes les viandes que vous pouvez imaginer, moi je trouve qu'à l'automne ou au printemps, c'est un vin qui est super frais et qui est très sympa. Si vous faites une jolie bavette grillée à l'échalote, ça c'est top. Si vous faites un magret de canard, c'est génial. C'est un vin digeste. Hein. Ouais. J'aime bien le terme un peu digeste, c'est-à-dire quand vous en buvez, là vous avez envie d'y revenir. On boit un deuxième verre. Ouais, c'est important. Troisième peut-être. Ouais, donc il faut acheter toujours une bouteille par deux. Minimum, absolument. Donc le sucre, je vous ai choisi un Tokai. Le Tokai, c'est la Hongrie, un des plus grands vignobles du monde, un des plus beaux vignobles du monde. C'est le nord-est de la Hongrie où on fait les Tokai Atsu, qui sont des
nectar absolument exceptionnel, avec une façon de faire assez spécifique que je ne vous raconterai pas maintenant. Non, mais ouais. Mais tu disais? Alors j'étais en train de penser à la suite, je me disais qu'il faut un peu dépoussiérer les habitudes de consommation de Ouais. ce vin-là. Ouais. Il faut moderniser un peu parce que c'est vraiment super agréable. Et cette cuvée-là que tu as choisie, là, c'est un Light Harvest, en fait c'est une vendange tardive, alors qu'habituellement les Tokai sont faits sur ce mode un peu de nectar. En millésime 2009, donc encore une fois, je reprends le terme de ce que tu disais, c'est très digeste, c'est-à-dire qu'on n'est pas accaparé par les sucres. C'est un vin d'une gourmandise extraordinaire, d'un parfum absolument envoûtant. C'est tout à fait délicieux et c'est une vraie originalité. Parce que les vendanges tardives dans le vignoble de Tokai, c'est quand même pas le truc. C'est très rare. C'est plutôt rare. Donc à consommer avec une pâte persillée, si on veut le mettre sur les fromages. Ouais. Moi j'aime bien avec les Munster, les maroilles, tous ces fromages un peu puissants, je trouve ça génial. Sinon, bon, l'univers des pâtes persillées et les desserts à base de fruits blancs. Pas hésiter d'aller chercher des desserts un peu sucrés parce que ça c'est quand même assez sucré. Ouais. Encore une rareté, de la région du Burgenland, en Autriche. C'est un Eiswein, c'est un vin de glace. Donc là, c'est vraiment récolté quand les raisins sont gelés. Donc en fait, Très grosse concentration, Ouais. c'est presque plus dur. Voilà, c'est ça. Les raisins sont fripés, gelés. Voilà. Et donc là, en fraise, sympa. on obtient un truc qui est Ultra très sucré. concentré en Ouais. sucre, ouais. Et alors ça a beau être très concentré en sucre, mais encore une fois, ça reste facile à boire. C'est pas pâteux, on non. est sur des latitudes où on a gardé beaucoup d'acidité, donc ça c'est sympa. Et souvent ça, que ça soit mince, il est sorti de l'esprit des grands cépages autrichiens, je dis plus en tête, mais on s'en fout, mais plutôt des profils du type des cépages rhénans comme le Riesling, comme tous ces cépages-là, comme les Pinot Gris. Donc voilà, ça pèse 10 degrés, donc il y a finalement assez peu d'alcool et beaucoup de sucre. Mais voilà, mais ça reste très digeste. Si vous faites ça avec une tarte tatin, avec des desserts un peu caramélisés, avec un joli castel par exemple, ça c'est top. Au début du repas, on peut le positionner avec un foie gras, nature. Oui, parce que ça n'empêchera pas la bouche, Non. donc ça va pas pénaliser la suite. Ouais. L'intérêt c'est que derrière tu peux repasser sur un joli blanc un peu aromatique. Ça va faire, ouais. Tu mets un grand bourgogne derrière et ça c'est juste top, quoi. Mais puis ça on peut en boire assez facilement. Donc vrai trouvaille, l'Eiswein, puis en plus ce qui est sympa c'est qu'il y a une histoire à raconter dessus. Comme sur beaucoup de vins d'ailleurs. C'est une chose que Surtout les c'est vins. la vraie plus-value justement des cavistes au-delà du conseil, c'est l'histoire qu'on va raconter aux clients et pas simplement le truc complètement technique et basique sur les cépages. C'est ce qu'on va retrouver. Je dans repars le- avec une histoire. C'est l'esprit du vin aussi. Hein. Ouais. En fait, on raconte l'esprit du vin plus que l'histoire. C'est vraiment ça. Parce que le côté technique, on ne s'en souvient pas. En revanche, il y a une petite histoire sur le vin. Ça, c'est ce qu'on va raconter à ses amis à table et pas simplement tiens, j'ai acheté un col du rhum.